Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons vous parler aujourd'hui de la qualification des Knicks de New York et des Pacers d'Indiana pour les demi-finales de la conférence Est. Ces deux équipes vont s'y affronter pour la première fois depuis 2013. On va également vous faire la preview de l'autre demi-finale de conférence, cette fois dans la conférence Ouest, entre les Denver Nuggets, champions en titre, et les Timberwolves de Minnesota. Pour m'accompagner, c'est Florent que j'ai le bonheur d'accueillir. Salut Florent. Salut, comment vas-tu ? Ça va très bien, je suis un peu stressé, je t'avoue. Je suis un peu stressé, je suis en même temps Dis-moi tout. Je suis très enthousiaste, je sais pas, c'est les montagnes russes émotionnelles depuis plusieurs jours, notamment, alors bien évidemment tu sais très bien, parce que je t'en ai parlé avant de préparer ce podcast, que je suis, mais on va en parler de ça. Je suis très stressé concernant cette série Nuggets Wolves, et j'ai très hâte qu'on en parle toi et moi. Excité peut-être plus que stressé. Excité, stressé, un peu de tout. Tout. Un rollercoaster d'émotions. Mais ça y est, je suis rentré dans la période des playoffs où j'ai du mal à me contrôler, tu vois. Je suis plus maître de moi-même. On a eu des beaux playoffs pour l'instant. Ouais, non, attends. Globalement. On a eu 2 buzzer beaters des Nuggets, alors je suis content. À chaque fois, ça s'est terminé comme je le souhaitais. Mais alors, l'ascenseur émotionnel était fameux, quoi. Ouais. Vache. Parlant d'ascenseur émotionnel, j'aimerais qu'on enchaîne immédiatement sur cette série incroyable qu'on a eue entre les Knicks de New York et les Sixers de Philadelphie. Juste pour donner un peu un ordre d'idée de ce qu'on a vécu là pendant ces 6 matchs. Depuis 1997, il y a eu 5 matchs de play-off où une équipe menée de 5 points ou plus à 30 secondes de la fin a réussi à revenir au score pour finalement s'imposer. 2 de ces matchs se sont joués dans cette série, Florent. J'aimerais avoir ton opinion sur ce qu'on vient de vivre pendant 6 matchs entre ces deux franchises. On vient de vivre très probablement la plus belle série de ces playoffs, en tout cas de ce premier tour. Ouais. Mais on a vécu, c'était très très sympa. On s'attendait à un truc sympa et on a eu un truc très sympa. Des matchs serrés, de l'engagement, des rebondissements, il y a eu plein de choses. Alors pas trop de blessures, oui et non, on en reparlera peut-être, mais pas trop gâché en tout cas. Mais non, je pense que tout le monde s'est éclaté sur cette série. En plus des franchises un peu mythiques, etc. Non, vraiment, la plus belle série de ce premier tour, clairement. On a eu du basket en plus, on a pris du plaisir. Je suis un peu dégoûté de ne pas avoir eu de Game 7. Je t'avouerais qu'un Game 7 au Madison Square Garden, je crois que c'était mon pronostic d'ailleurs concernant cette série. On voulait tous, tu sais. Mais oui, bien évidemment. Je pense que hier, même pas les fans des Knicks bien entendu, mais je pense que tous les fans de basket voulaient absolument un match 7 au Madison. Hein. Je te cache pas que c'est presque la déception. Si je devais avoir une déception, allez, ce serait celle-là. C'est ça. Mais oui, excellente série. Le dernier match à la hauteur des espérances. J'ai pas été déçu quasiment une seule fois. Il y a tout eu, effectivement. Il y a eu du sang, des controverses, des prises de tête, des insultes lancées par les fans, des propriétaires qui rachètent des billets pour éviter d'être acculés par les fans adverses. C'est absolument n'importe quoi tout ce qui a pu se passer. Est-ce que tu es surpris de voir Philadelphie sortie face aux Knicks, sachant que voilà, on savait tous au début de la série, quand on a commencé à voir Joel Embiid boiter et quand on s'est rendu compte qu'il n'était pas du tout dans son état physique normal, il y avait peu d'espoir de voir Philadelphie s'en sortir. Comme tu l'as dit, avec ton joueur majeur qui a souffert, hein. Il s'est quand même battu toute la série, il sans doute bourré de médicaments, avec des paralysies faciales, enfin c'était quand même... Non mais c'est dingue quand même. C'est complètement dingue. On voit une image où il a un œil qui ferme et l'autre il peut plus. Enfin, oui, il s'est vraiment battu. C'est sûr que ça a été clairement un problème pour les Sixers de pas avoir ton joueur majeur à 100%. Malgré cela, ils se sont quand même très bien battus. Ça nous a offert une série très serrée. Je pensais quand même que les Knicks avaient clairement moyen de passer, même peut-être avec un Embiid à 100%. Pas oublier aussi qu'il y avait quand même Rundle aussi côté Knicks out. Donc ça a un petit peu équilibré, on va dire. Mais je m'attendais à une belle série. On a eu une belle série. Les Knicks sont passés. Je m'attendais à quelque chose de serré, mais j'avais pas forcément de favori ou en tout cas
mon cœur ne s'en manquait un peu. J'aime les deux équipes, donc je suis très content qu'on ait eu en tout cas une belle série. Mais oui, les Sixers peuvent peut-être avoir un peu de regrets. Après, pas tant que ça. On a aussi vu quand même certaines lacunes, etc. Un banc des Sixers un peu absent, pas du tout au rendez-vous. Bud Hield, si tu nous écoutes. Donc voilà, mais très content pour les Knicks qui n'ont pas démérité en tout cas et qui vont sans doute être un sacré adversaire pour la demi-finale de conf. Buddy Hield qui a bien terminé malgré tout. Il a été complètement transparent et voire Ouais, il totalement est temps. absent au début de la série. Et il nous a pondu un dernier match plutôt sympathique. Tyrese Maxey aussi, gros coup de cœur pour Tyrese Maxey dans ses playoffs. Mm. Son Game 5 restera un match absolument légendaire. Je vois pas autrement. Et je pense que c'est la pièce absolument nécessaire, indispensable, capitale à faire revenir du côté des Sixers, qui ont un effectif quasiment vide pour la saison prochaine. Il y a que Joel Embiid qui est signé. Tyrese Maxey est restricted free agent, donc il faudra. Ils ont la main pour le faire revenir. Tout le reste de l'effectif va falloir complètement repenser cette équipe. Ce qui est potentiellement pas une mauvaise chose. Je voulais quand même, avant d'enchaîner, te parler d'un autre truc. Avant d'enchaîner sur Philadelphie et l'avenir, là, ce qu'on va voir un peu la saison prochaine. Joel Embiid, dans le 4e quart-temps de cette série, a énormément déçu, encore une fois. C'était moins de 6 points en moyenne, et surtout des pourcentages absolument catastrophiques, 23% au tir, 11% à 3 points. Cependant, à chaque fois qu'il était sur le terrain, les Sixers dominaient leur vis-à-vis. Donc ce qui est assez étrange en fait avec Philadelphie, c'est que malgré Embiid qui souffle encore, comme d'habitude, j'ai envie de dire, dans le playoff, il souffle le chaud et le froid, il a tendance à s'écraser totalement, à s'écrouler totalement dans les 4e quart-temps. Là, il y aura toujours l'excuse de son état de santé, qui est, voilà, on pourra toujours dire, Joel Embiid est marché sur une jambe, donc voilà. J'ai pas l'impression que Joel Embiid a gagné le combat des relations publiques dans cette série. J'ai l'impression que son image a été très écornée à la fin de cette confrontation face aux Knicks. On risque de retenir plus ces quelques gestes pas très beaux qu'en effet le fait qu'il ait tout donné malgré un physique qui n'était pas 100%. Il s'est battu pour son équipe, il aurait pu clairement peut-être zapper un ou deux matchs pour blessure. Mais oui, on peut pas non plus oublier qu'il y a quand même eu quelques gestes pas très beaux. Mitchell Robinson a quand même eu sa cheville. Il a pas fini la série parce qu'il a quand même eu sa cheville tirée par Embiid dans un geste pas très joli. Donc on est obligé de retenir ces dirty mouvements. Et bon, après, c'est toujours aussi quand tu gagnes, t'es un héros, quand tu perds, t'es un zéro, hein, pour faire le jeu de mots. Donc oui. Ça, et puis, une fois de plus, les Sixers perdent rapidement en playoff. On n'a toujours pas vu les Sixers en finale de conf. C'est un peu, quand on a le MVP en titre, parce qu'actuellement il est encore le MVP en titre, hein, puisqu'on n'a pas décerné celui de cette saison, c'est un peu décevant de perdre au premier tour. C'est sûr. Oui, complètement. Mais vraiment, j'ai étrangement senti un gros changement dans le discours, même des commentateurs US, concernant Joel Embiid, probablement parce que aussi il était opposé aux Knicks de New York, qui est une équipe que beaucoup chérissent dans les médias. Donc, ouais, j'ai bien senti ça quand même. Et voilà, et le fait que, encore une fois, Joel Embiid, c'est l'histoire de sa carrière quelque part. Je suis blessure en playoff, incapable de répondre présent dans les moments les plus chauds. Quand je repense au playoff l'an dernier, quand ils étaient devant 3-2 face à Boston, quand je vois Harden, ce qui nous a pondu comme match face à Dallas à domicile dans le match 5, le match bascule. Je me dis qu'avec Embiid et Harden, ils avaient décidément aucune chance de s'en sortir, quoi, clairement. Ouais. Mais comme tu l'as dit, la bonne nouvelle, entre guillemets, mais je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que une grande partie de leur effectif, ils vont pouvoir le modeler comme ils veulent. Tout à fait. Donc maintenant, Maxey, je pense que ce serait très surprenant qu'il ne lui signe pas un petit contrat avec un beau pactole. Donc maintenant, ils ont leurs deux fers de lance, Maxey, Embiid.
qu'ils construisent autour, qu'ils essayent, je sais pas pourquoi pas de garder Batum, Mais hein, complètement, c'est ce que j'allais dire. C'est le Big Three, c'est avec Nico Batum, mince. Il a été ouais, exceptionnel, Nico Batum. il a fait. Mais je savais pas que moi j'avais complètement zappé qu'il était parti pour prendre sa retraite, moi. Bah alors, Ça date de quand cette annonce-là? J'avais complètement oublié. Il était il y a tellement vraiment. magnifique avec Philadelphie, mon Dieu. Ah, c'est sûr qu'il a prouvé qu'il pouvait rempiler une saison de plus. Alors, il y a rien d'officiel, mais il y D'accord. avait notamment, alors, il y avait notamment sa femme et même lui dans son discours laissait entendre que c'était de toute façon la fin. Bon, ça c'est sûr, mais que peut-être qu'il arrêterait cette année. Il avait surtout dit que c'était sans doute la dernière année à Los Angeles. Malheureusement, bon, il a été tradé, donc il est parti à Philadelphie. Mais oui, en plus comme il y a les JO cette année, qu'il avait dit en plus que pour l'équipe de France ça s'arrêtait cet été, il y avait beaucoup de voyants qui laissaient entendre qu'il allait arrêter. Maintenant, est-ce qu'il va re-signer? Je sais pas, peut-être à Philly, peut-être. Moi, je pense que soit il arrête, soit il signe à Philly un an, soit il signe un an à Los Angeles, Lakers ou Clippers, peu importe, Hmm. parce que sa famille est là-bas. Oui. Peut-être qu'il va rempiler un an au cas où, parce que il y avait aussi le fait qu'il voulait, voilà. Après, c'est pour des raisons personnelles, la famille, tout ça. C'est un jeune papa, profiter de son fils, il a tout à fait raison. De toute façon, il a une très longue carrière et qu'il n'a plus rien à prouver. Après, on verra, mais c'est vrai qu'il a clairement prouvé qu'il avait une place dans une équipe NBA encore aujourd'hui, hein, c'est sûr. Défensivement, vraiment très intéressant. Écoute, la bonne nouvelle, on va être chauvin, il va se reposer pour les JO et ça nous fera du bien. Ouais. Joueur que je ne vois pas pour le coup re-signer à Philadelphie et qui est là depuis un bon moment, c'est Tobias Harris. Son dernier match, alors C'est son c'est une, agent devait c'est pas une être très content catastrophe. de son dernier match. Oui, je pense. Puis après, ça fait un moment que Tobias Harris est surpayé à Philadelphie. Enfin, 0 point hein, pour ceux oui, qui n'ont pas la voilà, stat. mais je veux dire, Il termine quand même avec 0 point sur tout le match. c'est quand même un C'est jou- pas- c'est quand même un joueur qui a réussi à mettre de côté des contrats, enfin, à signer des contrats complètement fous à Philadelphie. Je crois qu'il a signé 2 fois deux séries de contrats à Philadelphie. C'est quand même quelqu'un qui a été extrêmement payé pour un rôle limite de troisième roue, quoi. Et bon, là, voilà, je pense qu'il a touché. Et j'adore Tobias Harris. Hein. Humainement, ça a l'air d'être une crème. Ça a l'air d'être un mec extraordinaire. Mais alors, en termes de performance, je pense que ça va pas du tout. Quoi. J'ai vraiment hâte de voir ce que les Sixers vont faire. Ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il le garde, ce sera clairement pas au même montant. Ça, c'est une certitude. Il y aura un rabais sur son salaire, ça, c'est une certitude. Hmm. D'abord parce qu'il a quand même 31 ans. Et puis, ouais, il a sorti une série et puis surtout un dernier match. C'est pas un très très bon dernier signal qu'il envoie à tout le monde. Mais voilà, il y a beaucoup de monde cet été dans la ligue à la Free Agency. Donc, ils vont pouvoir faire leur marché. Donc, tant mieux, tant mieux. Il y aura pas beaucoup de trades côté Philly, mais il y aura des signatures. Ouais, on verra ça. Est-ce que tu veux qu'on parle maintenant de mon chouchou Branson? Alors, avant qu'on parle des Knicks, parce que bien évidemment, là, on parle de Philadelphie, mais on va parler des Knicks, bien évidemment, on va parler des vainqueurs, et on va parler des vainqueurs des 2 séries à l'Est et des 2 équipes qui vont s'affronter, New York et Indiana. Donc, si tu veux bien, avant de parler des Knicks et d'Indiana, donc, j'aimerais qu'on parle de cette série entre Indiana et les Bucks qui s'est terminée également dans son Game 6. La série moins c'est difficile de faire plus tendu que Knicks Sixers, hein, j'ai envie de te dire. Mais voilà, les Bucks avaient quasiment aucune chance sans Giannis Antetokounmpo, avec un Lillard présent, absent, présent, de retour. Enfin bref, ça a été l'hécatombe du côté des Bucks. C'est une saison cauchemardesque qui se termine une nouvelle fois au premier tour. Voilà, je peux pas m'empêcher de repenser au transfert de Damian Lillard qui avait fait rêver les fans des Bucks qui se voyaient presque aller jusqu'au titre au début de la saison. Et puis après, il y a eu ce changement de coach, de nombreuses difficultés d'ajustement. Est-ce que le duo finalement Antetokounmpo Lillard, est-ce que ça allait fonctionner? La défense qui était inexistante et ainsi de suite. Et puis voilà, fin de saison brutale dans ce Game 6 face à Indiana. Giannis Antetokounmpo n'a pas joué depuis le 9 avril. Il a jamais fait son retour dans la série. J'ai trouvé que du côté des Bucks, ça s'est bien battu, notamment Chris Middleton, exemplaire sur le terrain. Il a tout donné, mais je pense qu'il y avait aucune manière de voir les Bucks s'imposer dans ce duel.
Tu l'as dit, c'est compliqué quand ton leader n'est pas là et que Lillard a joué. Alors, il a raté un match, il en a joué deux. Le dernier, il était blessé très clairement. Ça aurait pas été un match, Complètement. il l'a dit, et de toute façon ça se voyait aussi. Ça aurait été pas un win or go home, il aurait sans doute pas joué. Et le match où il s'est blessé à peu près au milieu du match. Donc il fait un match et demi blessé et un où il joue pas. C'est que c'était compliqué. Comme tu l'as dit, finalement la bonne surprise a été Middleton qui a été critiqué, mais sans doute à juste titre toute la saison, voilà, parce qu'il avait un peu de mal. Il a brillé. Il a été blessé, Middleton. Ouais, Il a eu une saison absolument compliqué. compliquée par les blessures à répétition tout le temps. C'était épuisant pour lui, je pense. Mais il s'est réveillé en playoff. Tant mieux pour les Bucks, mais bah, quand tu enlèves les deux meilleurs joueurs ou un joueur ennemi à une équipe, c'est compliqué. C'est vrai qu'ils ont joué de malchance. Bobby Portis aussi qui se fait expulser dans le match 4 ou 5, je sais plus, au bout de quelques minutes. Ça a pas été, voilà, ils ont joué de malchance, ils ont joué, oui, de blessures, mais ça fait partie des malchances. C'était compliqué. C'est vrai que cette série-là, malheureusement, contrairement à celle dont on vient de parler, bah, elle était moins fun parce que bah, quand tu as une équipe blessée qui joue sur une jambe ou en tout cas qui a ses joueurs principaux absents, bah voilà, c'est plus compliqué. Et puis en face, ça a crânement joué leur chance. Après, en plus, enfin quand tu vois que finalement c'est TJ McConnell qui est quasiment et Obi Toppin qui sont les deux meilleurs marqueurs des Pacers. Fais attention à ce que tu dis sur TJ McConnell parce que c'est un de mes joueurs préférés. Alors, c'est pas que je n'aime pas le joueur, mais enfin, tu t'attends pas à ce que ce soit Obi Toppin et TJ McConnell qui soient les deux meilleurs scoreurs de l'équipe de rien. Ah, quel match de McConnell, mais quel joueur c'est ce mec, mais Donc, toi, quand ça veut il est pas, ça veut absolument pas. Hein. génial. Il est absolument génial. Non, c'est sûr, c'est Mais sûr. il y a beaucoup de Oui. questions du côté des Bucks. Moi, je vais te dire, je trouve que c'est une très bonne chose que Middleton a été très bon parce que ça lui donne de la valeur. Et moi, je serais les Bucks, je le traderais. Ouais. Alors, le payroll des Bucks, c'est Giannis Antetokounmpo qui est signé jusqu'en 2027-2028 avec une option joueur à 79 millions. Waouh. Lillard qui est signé jusqu'en 2026-2027 à 63 millions, option joueur également sur sa dernière année de contrat. Middleton il est signé jusqu'en 2025-2026 à 34 millions, option joueur également sur cette dernière année. Je pense il va y avoir un choix à faire avec Brook Lopez qui a un an de contrat qui lui reste. Qui Tout est commence à garanti. vieillir. Tout est garanti d'ailleurs dans son contrat. Je crois Hum, que son montant de cette année et le montant de l'an prochain, ils sont garantis. Donc c'est un contrat expirant éventuellement dont il faut se hum. débarrasser ou pas, à voir. Portis, il est signé jusqu'en 2025-2026 avec une option joueur à 13 millions 4. Pat Connaughton, 2025-2026, une option joueur à 9 millions 4. Oui, cet été, ils sont tranquilles, mais ils vont peut-être quand même devoir faire des choix parce que ça devient presque, c'est un peu exagéré, mais ça devient presque un peu les Clippers de l'Est. Hein. C'est-à-dire que ça fait quand même deux saisons de suite que les blessures entachent leurs playoffs Ouais. avec des joueurs un peu vieillissants. Brook Lopez, bon, mais on commence quand même à sentir que le poids des années, il a 36 ans, hein, ça commence un 36 petit peu ans. à se voir. Il est bon, il est intéressant, comme tu dis, il a encore Et en un. même temps, à remplacer, c'est très compliqué, hein, Alors Brook c'est très Lopez. compliqué, mais est-ce qu'il faut pas essayer de tenter l'expérience? Middleton, il a une cote très haute, est-ce que c'est pas le moment de le trader parce que ça, lui aussi il peut casser à tout moment, c'est compliqué, je sais pas. Il faudra sans Hmm. doute faire des petits trucs, mais c'est compliqué. Bon, moi je serais d'avis aussi de m'occuper du coach, mais ça n'arrivera pas. Mais Pas tout de suite, non, en tout pas cas, tout ça de c'est suite. sûr. Mais il y aura du boulot en tout cas. Moi alors prioritairement, moi je prendrais Bisley, Pat Connaughton et j'oublie le troisième, Pat Beverley. Tu prends les trois, tu les trades et t'essayes d'obtenir un poste 2 à côté de Lillard avec un profil défensif. Ah, mais ils peuvent pas transférer Bisley et Beverley puisqu'ils sont agents libres. Donc Ah, ça leur appartient plus. Ça leur appartient plus. Jake Crowder, c'est pareil. alors du salary trade, mais ils ont besoin d'un numéro 2 défensif à côté de Hmm. Lillard. Et c'est ce qui leur a manqué. Et en plus, Bisley, on a bien vu qu'en playoff, c'était quand même assez catastrophique. Ils ont besoin pour moi, c'est le gros poste où ils ont un problème. Éventuellement, le reste, ils peuvent laisser. Mais ils ont besoin d'un numéro 2 défensif pour aider Lillard et globalement les lignes extérieures.
L'attaque, ils peuvent se débrouiller s'ils ont un mec un peu moins bon, mais c'est la priorité. Alors, je savais pas pour Bisley, malheureusement, et j'oublie toujours l'autre. Et Patrick Beverley. Et Patrick Beverley, décidément, je le retiens pas. C'est parce qu'il est pas gentil avec les journalistes, c'est pour ça que je le retiens pas. Bah, il a dégagé une nana parce Pas gentil qu'elle, avec les fans des... Ouais, non, une meuf d'ESPN dans le vestiaire. parce était qu'elle pas avait abonnée pas, à son elle podcast. avait pas subscribe son podcast. Bon, bah écoute, ok. Passons, mais je pense que c'est la priorité. S'ils doivent faire un truc, c'est trouver un acolyte à côté de Lillard avec un profil défensif. Ils ont besoin de ça absolument. Je pense que c'est la priorité. Après, ils peuvent garder le reste. Hein. Chris Middleton n'est pas non plus rouillé, etc. Mais Chris Middleton, je pense que tu t'en débarrasses pas facilement parce que tu dois forcément passer par Antetokounmpo, qui a l'air d'être quand même un garçon plutôt émotionnel, tu vois, voilà, qui a des attaches émotionnelles avec ses coéquipiers, ce que je comprends, parce que Middleton, Lopez, c'est des gars avec qui il a gagné le titre, donc forcément, je pense qu'il a pas envie de s'en débarrasser, parce qu'il sait ce dont ils sont capables en playoff, dans les moments chauds, et c'est exactement ce que tu recherches aussi. Et Middleton vient encore une fois de prouver qu'en playoff, il répond présent, ce qui est quand même... ça représente quand même une valeur non négligeable quand tu es une équipe qui joue le titre. Et aujourd'hui, quand tu es Milwaukee avec Antetokounmpo et Lillard, surtout avec Lillard, une fois que tu as fait le move Lillard, tu es obligé quasiment de te dire on va jouer le titre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont dans des espèces de construction année après année. D'ailleurs, les Sixers, c'est la même chose avec Embiid qui est sur un genou, voire qui a plus de genou, sans mauvais jeu de mots et sans vouloir faire un clin d'œil à la Cité de la Peur. Mais voilà, ce sont des équipes qui aujourd'hui sont obligées de construire année après année et d'essayer de faire venir des vétérans et de croiser les doigts en espérant que la mayonnaise prenne au moment où tu arrives en playoff, quoi. Mais on est clairement plus dans des équipes qui vont construire avec des pics de draft, avec des jeunes talents et ainsi de suite. On n'est plus du tout dans ce schéma-là avec ces équipes-là. Non. Ce n'est plus le délire. Donc ça va être compliqué pour les Bucks et pour les Sixers de rebâtir autour de leurs joueurs majeurs. Effectivement, comme tu l'as dit très bien, concernant les Bucks, Lillard a absolument besoin d'un numéro 2 qui sache défendre le meilleur joueur sur le périmètre et en même temps qui puisse avoir un jeu d'attaque potable, quoi, qui puisse ouvrir le jeu pour que Giannis Antetokounmpo puisse opérer à l'intérieur et que le pick and roll avec Antetokounmpo et Lillard puisse fonctionner. Ce sont des profils que toutes les équipes, 29 autres équipes de la NBA cherchent. Un mec qui défend et qui tire à 3 points. Bon. Donc, faudra voir ce que ça va donner. Je sais pas pourquoi, j'ai le pif qui me dit que Tobias Harris va finir aux Bucks. Ancien de Doc Rivers, il aime bien s'entourer de ses anciens joueurs. Copains, ouais. J'ai l'impression qu'il y a un gros pourcentage de probabilité que ça arrive. Je sais pas pourquoi. Ouais, pas impossible. Mais tu m'enverras un message le jour où il va signer aux Bucks, ok? Exactement. Mais tu prendras ta com surtout. Mais pas de tampering. Mais ouais, il y a c'est pas catastrophique parce que le problème aussi de cette série et de cette élimination, c'est qu'elle est due à des blessures et on n'a pas pu voir ce que ça donnait sans blessure. Même si ils n'ont pas non plus été brillants en saison régulière, ils ont quand même fini deuxième. Hein. Au final, c'est pas si mauvais que ça. Mais il y a toujours une frustration quand t'es éliminé et que t'as beaucoup de blessures parce qu'en fait, t'as pas pu voir ce que tu donnais vraiment en playoff. Tout n'est pas non plus catastrophique, tout n'est pas jeté non plus. Complètement. Alors justement, on va parler de nos deux équipes qui se sont imposées, les Knicks et les Pacers, qui vont donc s'affronter dans cette demi-finale de conférence à l'Est. Pour la première fois depuis 2013, c'était une série où il y avait Carmelo Anthony et Paul George. Donc ça remonte, hein. Ah oui. Tu te rends compte? Bah oui, Paul George aux Pacers, c'est vrai que ça fait un petit moment. Durant la saison, c'est Indiana qui a remporté les duels avec 2 victoires pour 1 défaite, avec un différentiel de +8 en faveur d'Indiana. Tous les matchs ont cependant été joués avant le All-Star Break. Donc voilà, à prendre avec des pincettes. Moi, je donne pas beaucoup de crédit à ces matchs qui sont joués en régulière, si ce n'est pour certains duels, certaines tendances éventuellement, mais oui, puis il faut regarder les blessures, tout ça, des fois. Oui, voilà, ouais. Faut aller dans le détail. Exactement. Donc là, on a clairement un affrontement de style. Hein. On a d'un côté la défense des Knicks, un peu le grit and grind façon Tom Thibodeau, le grit and grind de l'Est, si j'ose me permettre. Désolé pour les fans des Grizzlies qui nous écoutent. Je sais pas si vous avez trademarqué l'expression, mais voilà. On en conviendra que les Knicks, ça ressemble un peu à ça quand même. L'autre équipe, les Pacers, ça joue vite, ça joue en contre-attaque. Ça tente de dominer son vis-à-vis grâce à son flow offensif.
première, on va peut-être s'intéresser à Indiana puisqu'on était sur le truc des Bucks. Qu'est-ce que tu retiens de cette victoire d'Indiana face aux Bucks? Donc, comme on vient de le dire, les Bucks qui étaient quand même sacrément amoindris par les blessures. Qu'est-ce que malgré tout tu retiens de ce combat du côté des Pacers et quelle information te semble importante dans la confrontation face aux Knicks à venir? Alors justement, c'est compliqué parce que comme on n'a pas vu un Bucks au complet, c'est compliqué de savoir si vraiment. Quelle est la valeur des Pacers, c'est ça que tu veux Exactement, dire? quelle est la Ouais. valeur des Pacers? C'est compliqué. C'est très compliqué. Néanmoins, on a quand même vu une équipe qui clairement, bah, elle va jouer ce qu'elle crânement sa chance, avec sans doute, alors comme tu l'as dit, c'est un choc d'opposition parce que là, on va jouer les Pacers, ça va jouer à fond les ballons avec leur pace très élevé. Ça va essayer de shooter le plus vite possible, etc. Et les Pacers aussi, les Bucks n'étaient pas très bons en défense, donc c'est ça aussi, c'est qu'on va voir très bonne avec les Knicks qui eux aiment au contraire le jeu très lent. Donc en plus c'est que les Bucks par rapport aux Knicks c'est pas du tout la même équipe en termes de style de jeu, donc c'est compliqué de voir comment les Pacers vont réagir face aux Knicks. Mais on a quand même vu une équipe voilà qui jouait crânement sa chance. On a vu Andrew Nembhard, je trouve, qui a fait du bon boulot quand même défensif. Ouais, Il est incroyable ce il joueur. s'est tapé Lillard, il va se taper Branson, donc c'est dur, c'est dur quand même de se lever le matin quand t'as ça au programme. Mais il a montré qu'il était capable. De toute façon, je pense que les Pacers vont jouer ce nouveau tour comme ils ont joué le précédent, à fond, sans se poser de questions. Ils connaissent leurs forces, ils connaissent leurs faiblesses, faut qu'ils y aillent. Siakam a prouvé, si on en doutait, mais pour moi non, qu'il était rudement efficace, qui commençait de mieux en mieux à s'intégrer dans cette équipe. Et puis attention quand même aux fourberies que peut faire Carlisle. C'est un bon coach qui peut essayer de faire 2-3 trucs qui peuvent faire basculer un petit peu la série, on sait jamais. Les ajustements de Carlisle peuvent être intéressants. Mais ouais, ça va être un beau combat. Euh, Ça va se battre dans la raquette. Hein. Ce sera très important quand même. Hein. C'est là où je suis un peu inquiet. Ouais. On n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer ce preview. Hein. Je préviens tout de suite les auditeurs. Euh, donc effectivement, j'ai on n'aura pas, on n'a pas, j'ai pas eu le temps personnellement, en tout cas, de fouiller toutes les infos concernant pour faire le comparatif entre ces deux clubs. On n'a pas eu beaucoup de temps. Il y a quand même des choses qui, je pense, sont à regarder principalement dans ce duel. C'est du côté des Pacers. Voilà, comme tu l'as très bien dit, c'est leur rythme d'attaque, c'était le deuxième pace de toute la NBA cette saison, 16,6 points en contre-attaque. C'est une équipe qui ne perd quasiment jamais la balle et ça leur procure des possessions supplémentaires. Donc à voir à quel point les Knicks arrivent à enrayer cette belle machine. Et j'ai hâte de voir comment les Pacers, parce que clairement, hein, ils vont se faire frapper au menton à un moment ou à un autre, et il faudra voir comment ils vont réagir à ce moment-là. Ça, pour moi, ça va être absolument déterminant dans la façon enfin, la façon dont les Pacers vont réagir au moment où les Knicks Le vont rythme du match commencer va à être leur très sauter à la important. gorge, quoi. Est-ce qu'on aura un match rapide ou pas Mm. Ce sera très très important. Le vainqueur du tempo aura Bah, un gros avantage ouais. sur la série. Voilà, c'est exactement ça. C'est qui arrivera à imposer son tempo. Et quand on voit face aux Bucks, euh, pendant la saison régulière, les Pacers c'était la meilleure attaque de la ligue. Et là, face aux Bucks, ils ont été 2 fois tenus sous les 100 points, ce qui n'était arrivé qu'une seule fois sur les 82 matchs de la saison. Donc, euh, donc voilà, je les ai pas sentis particulièrement à l'aise les Pacers dans leur duel face aux Bucks, et je pense que le duel, que les Knicks va être un tout autre adversaire, beaucoup plus compliqué que Milwaukee ne l'a été au premier tour. Et j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont réagir. Et les Knicks de leur côté, eux, vont chercher à dominer le rebond offensif, Mm. ils l'ont toujours fait. Et là, face aux Pacers, pour le coup, j'ai un peu peur que les Pacers, comme tu l'as très bien dit, la bataille dans la raquette, côté Pacers, va être absolument primordiale. Est-ce que Miles Turner, Pascal Siakam, Jackson, Topin, tous ces mecs-là, de toute façon, il va falloir qu'ils aillent au rebond en groupe, hein, tous les 5, il va falloir qu'ils aillent au rebond, parce que clairement,
ils vont pas avoir le choix face aux Knicks pour éviter que les Knicks se retrouvent avec 10, 15 tirs supplémentaires rien que parce qu'ils dominent ils dominent le rebond offensif. Et ça Les peut Knicks être qui en plus vite vont un problème, quoi. retrouver très probablement Mitchell Robinson. Donc ça n'a pas facilité le rebond pour les Pacers. Ouais, non, mais le rythme du match, les rebonds vont être très très importants. Et est-ce que les Pacers vont pouvoir quand même défendre un petit peu? Il va falloir qu'ils soient très efficaces sur le jeu de transition, mais là aussi les Knicks se défendent bien sur la transition, ce qui n'était pas le cas du tout en plus des Bucks. C'est pour ça qu'en plus les Bucks étaient assez faits dans des caractéristiques où ne sont pas les Knicks. Donc je suis pas sûr en plus que la série contre les Bucks peuvent nous apprendre tant que ça contre les Knicks, parce que c'est vraiment deux équipes différentes. Mais oui, ça va être compliqué, parce que physiquement, les Pacers vont être bousculés. Je pense que les Knicks vont vouloir à tout prix faire comme ils l'ont fait contre les Sixers, hein, mettre une grosse intensité de jeu, vouloir défendre, vouloir faire des possessions autour des 15-20 secondes, et pas des possessions qui se jouent en 6-8. Donc ouais, ça va être très très compliqué. Si après ils font courir les Knicks, ils peuvent peut-être s'en sortir. Parce que les faire courir, ça peut être utile, notamment et avec les gros temps de jeu de Thibodeau, mine de rien, ça peut aussi jouer à force sur la longueur de la série, ça peut les user. Donc ils n'auront pas le choix, c'est l'une des solutions. Et puis après, il y aura aussi le problème défensif autour du leader offensif, cette fois-ci des Knicks. Va falloir qu'il trouve quand même quelque chose pour l'arrêter, parce que le Coco, il est sur une série assez impressionnante. Donc là, tu nous parles de Jalen Brunson, le gars dont tu voulais parler tout à l'heure. Ah ben je ne veux parler que de lui. Mais vas-y alors, parle de lui parce que on a dans cette série un duel, après son duel avec Tyrese Maxey, qui était franchement absolument époustouflant, et il a été absolument incroyable. Là, il va se retrouver confronté à Tyrese Haliburton. Tyrese Haliburton que j'ai trouvé... je suis pas convaincu par Tyrese Haliburton dans ses playoffs pour l'instant. Tu n'es pas le seul. Je suis même plutôt déçu. Je trouve qu'il a, après un départ de saison absolument canon, il a largement baissé, notamment, enfin, j'ai l'impression que ça l'a un peu travaillé. Enfin, il s'est blessé entre-temps, hein, mais ça l'a un peu travaillé sa défaite dans le in-season tournament. Il a été un peu trauma par la défense des Lakers sur lui. Alors voilà, il a eu sa blessure. J'ai toujours du mal à comprendre à quel point cette blessure a pu contrarier sa saison. Dans ses résultats, enfin, il joue convenablement. Là, il est à 36 minutes par match en 6 matchs. À quel point il est en train de serrer les dents, j'ai du mal à le savoir. Voilà. Mais face à Brunson, ça va pas, il va pas pouvoir faire ça, quoi. Ça va pas pouvoir être en demi-teinte, Tyrese, quoi. Et Brunson, lui, il est absolument exceptionnel, quoi. Alors, il est pas super efficace, mais alors, quel grinder, quoi. Il va tout chercher avec les dents, quoi. C'est impressionnant. Pourtant, il y en a un des deux qui est à Team USA, pas l'autre. Mais en plus, je le comprends, je vois. Mais oui, il est tout simplement, ces 4 derniers matchs, c'est minimum 39 points, hein, Brunson. Donc c'est juste colossal. Le dernier type qui a fait ça, c'est Michael Jordan. Voilà, 40 points dans 3 matchs d'une série jusqu'à la qualification. Donc à 40 points ou plus. Il y a que Michael Jordan en 89 face aux Cavaliers, ouais, qui avait fait ça. Donc c'est pour dire le niveau. Non, il a été de toute façon un facteur de victoire des Knicks globalement sur les Sixers. Mais oui, il va falloir quand même que les Pacers, qui sont pas non plus les rois de la défense, quand même, essayent de faire quelque chose, parce qu'ils peuvent pas. Alors, il y a deux questions. Est-ce que Brunson va continuer à ce rythme-là? On peut se le poser. Et même s'il n'y arrive pas, il va falloir quand même de toute façon que les Pacers trouvent une solution, parce que il est l'option numéro 1, il est extrêmement déterminant pour le jeu offensif des Knicks, donc les Pacers doivent trouver quelque chose pour le gêner, le contraindre, le limiter. Ça, c'est une évidence. De toute façon, c'est l'arme numéro 1, donc il faut essayer de faire quelque chose, l'isoler peut-être un peu des autres, etc. Alors ce sera le rôle de plusieurs joueurs, notamment Nembhard, mais oui, on n'aura pas un face-à-face direct entre Brunson et Haliburton, ça c'est quasiment non, je pense pas, sur quelques minutes sûrement, mais pas sur l'intégralité. Mais voilà, c'est sûr que non, même, puisqu'ils vont pas les risquer de faire d'avoir des problèmes de faute. Siakam peut-être sur quelques actions. Peut-être. On a vu que la défense de Nico Batum sur Brunson était extrêmement efficace. Ouais. Moi, je pense que c'est Nesmith qui va plutôt se le coltiner, en fait, plus que Nembhard, en fait. Peut-être, et ça permettra peut-être aussi de laisser Batum
notamment au rebond, parce que et puis bon, Batum, ah, Siakam. Siakam, pardon, oui. Ouais. Ils vont, parce que oui, je pensais du coup aux Sixers, pardon. Mais oui, 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 ça va être une possibilité. Mais ou alors alterner plusieurs joueurs, mais ils vont devoir quand même trouver quelque chose. Surtout que voilà, comme je le dis, il y a aussi le retour de Mitchell Robinson qui va leur apporter des problèmes et qui lui aussi est capable de faire du mal offensivement. Mais il y a clairement aujourd'hui, il y a un dossier Bronson clair et net. Il faut qu'il trouve une solution. Il faut qu'il s'espère, mais ça, qu'il ne soit pas aussi incandescent. Ça, je suis pas sûr. Je pense qu'il est bien parti, mais il va falloir qu'il trouve une petite solution pour le limiter. Ça, c'est indéniable. Mais bon, écoute, Carlisle, alors c'était il y a 12-13 ans maintenant, mais il avait réussi à contenir Dwayne Wade avec Gigi Barea. Il peut contenir Bronson avec n'importe qui. Hein. S'il a réussi à le faire dans ce sens-là, il peut le faire dans l'autre. Hein. T'exagères. Ouais, faut voir. Faut voir comment ça se passe. Effectivement, quand je regarde les minutes de jeu de cette équipe d'Enix, c'est presque risible. Quoi. Brunson, il a 44 minutes par match. Josh Hart, il a plus de 46 minutes. Anunoby, il a plus de 41. C'est juste n'importe quoi. C'est C'est pour ça que affolant. les faire courir, ça peut, au bout d'un moment, dans le 6e ou 7e match, si ça va C'est jusque-là, ce qu'il faut espérer, ouais. ça peut les cramer. Hein. Clairement, il faut essayer de les cramer parce que au physique pur, ils ont pas grand-chose pour déloger des Hartenstein, des Mitchell Robinson et compagnie, hein, ou même Anunoby. Donc, va falloir qu'ils trouvent une autre solution. Donc, soit passer au-dessus, soit passer avant eux, donc les prendre de vitesse. Mais ça va pas être évident. Pour moi, la bataille dans la raquette va être primordiale. Si les Pacers veulent survivre dans cette série, il faut qu'ils trouvent un moyen de ne pas être complètement pulvérisé à Mm. l'intérieur, quoi. Et ça, j'ai un gros doute là-dessus, au final. Je suis d'accord avec toi. Les Knicks sont un tel monstre au rebond, et puis ça lâche jamais rien. Enfin, je sais pas. Non. C'est alors le truc que je remarque avec les Knicks, notamment dans cette série face aux Sixers, c'était le fait qu'ils avaient quand même des gros laps où ils n'arrivaient pas à marquer. Il y avait des périodes, ils se tapent des runs, ils se mangent des runs pas possibles par l'équipe adverse. Donc les Pacers, il va falloir espérer que leur puissance offensive, à ce moment-là, se mette en marche. Mm. Quand les Knicks sont en train de caler un petit peu offensivement, il faut réussir s'ils arrivent à prendre les rebonds, du moins à limiter la casse au rebond, c'est plutôt ça qu'il faut espérer, et à scorer quand les Knicks sont en train de caler. À la limite, ils peuvent s'en sortir. Mais si ça commence à être une bataille de tranchées, je vois pas comment ils vont survivre en fait. Bah, c'est pas leur jeu, c'est pas leur style, donc ils vont être en terrain pas du tout conquis. Donc ouais, ça va être compliqué. S'ils laissent trop de rebonds offensifs, comme tu l'as dit, même si Branson est maladroit, mais si les Knicks récupèrent une seconde chance, ils n'y arriveront pas parce que les Knicks commenceront à mettre beaucoup de points et ils pourront pas non plus. Ou alors, il faut vraiment qu'ils soient en mode orgie offensive avec une adresse exceptionnelle, etc. Mais ça va être compliqué. Est-ce que Mais Carlisle va ressortir Jalen Smith du banc? Est-ce qu'il va donner plus de minutes à Isaiah Jackson? Des mecs qui ont un peu de taille, qui peuvent potentiellement prendre du rebond. Ce qui est certain, à mes yeux en tout cas, c'est qu'il va falloir changer la configuration de ton équipe. Ou, ou au pire, c'est peut-être ça la solution en fait, quelque part, je sais pas. Aller faire du small ball pas croyable pour, comme tu disais tout à l'heure, prendre les Knicks de vitesse en fait. Les obliger à courir, à faire de manière à ce que quand tu arrives à la fin du match, les Knicks soient totalement épuisés. Euh, bon après, j'ai rarement vu épuisés et Dieu sait que pourtant les Sixers, c'était un engagement physique de première catégorie quoi. ouais, ouais, ça va être. Je suis pas très optimiste pour les Pacers. Je pense que ça a dû s'entendre. Mais je pense qu'il va vraiment falloir quand même que offensivement ils soient sur des très hauts standards d'efficacité. Parce qu'ils auront du mal à récupérer des rebonds. Et il va falloir quand même que cette équipe d'Enix peut défendre très bien offensivement. Elle a quelques plafonds. Il faut qu'ils jouent sur ce plafond-là. Il faut vraiment que les Knicks soient obligés de mettre 115 points. Au-delà, ça va être très compliqué quand même. Donc, faut que les Pacers y aillent, quoi. Faut qu'ils mettent du rythme, qu'ils y aillent, etc. Et puis, le jeu de transition, faudra le jouer à 200 à l'heure, quoi. C'est C'est là ça. où Siakam peut faire mal. C'est ça. Au final, les Pacers, faut qu'ils arrivent à exister au rebond et appuyer offensivement le plus possible sur les contre-attaques, le jeu rapide, et continuer à ne pas perdre les ballons comme ils l'ont très bien fait jusqu'alors.
comme ils l'ont fait cette saison, comme ils l'ont fait pour l'instant dans les playoffs. Va falloir faire ça. Puis voilà, comme je dis et je le répète, exister au rebond, vraiment, ne pas se faire totalement dominer, ne pas se faire humilier au rebond. Ça va être ça l'enjeu, je pense. Et du côté des Knicks, c'est imposer leur rythme de jeu, ralentir le tout et faire en sorte que que dans la raquette, que la raquette elle leur appartienne et que derrière ça, y a plus rien qui passe, quoi. Et s'ils arrivent à imposer leur rythme de jeu, je vois même pas comment les Pacers vont survivre à cette série, quoi. Non, si c'est du Donc, demi-terrain, la série va aller très vite. surtout que voilà, les Knicks, ils ont aussi le personnel pour aller. Enfin, je veux dire, Anunoby, tu peux le coller sur n'importe qui est en forme du côté des Pacers. Dans cette équipe, il peut défendre sur n'importe quel gars, quoi. T'as Miles Turner qui prend feu, hop, tu lui mets Anunoby dans les jambes, c'est terminé. J'exagère peut-être un peu, mais, Ouais, mais on en est pas loin. Hein. Anunoby, non, mais c'est pas faux, même c'est quand même un monstre. Je viens de le voir défendre sur Joel Embiid, donc bon, même je suis un peu impressionné. il peut faire ça. Ouais. Complètement. Ça va être marrant Pronostic. de voir Anunoby, Siakam, l'un contre l'autre. Ça va être marrant. Ça va être marrant. Et ils se connaissent que sur le bout des ongles, donc. Ils ont même été coéquipiers en début de saison. Mais oui, donc ça va être marrant ça va être assez marrant, effectivement. Belle retrouvaille. Lors des pronostics, qu'est-ce que tu nous annonces pour cette série? Alors je vois les Knicks. Maintenant le chiffre, allez, je vais dire 4-2. 4-2 pour les Knicks. Hmm. J'étais parti sur un 4-2 pour les Knicks aussi, mais j'ai changé. Au final, j'ai dit, je me suis mis 4-1. J'arrive pas à voir comment cette équipe des Knicks ne domine pas. Je donne un match aux Pacers parce que je pense qu'il y aura un match offensivement où ils vont vraiment prendre le dessus, où les shoots vont rentrer. Ça va être l'excitation, notamment face à leur public, tout ça. J'aimerais bien que ça soit une série vraiment disputée et j'aimerais bien me tromper, très sincèrement. Mais mon cœur me dit les New York en 5. Je pense vraiment pas que les Pacers soient armés pour contrer cette équipe des Knicks. Ouais. Qui appuie exactement là où ça fait mal côté Pacers, quoi. Ah, c'est un choc, hein, ces deux équipes qui n'ont rien à voir. Hein. C'est la deuxième pace, tu l'avais cité tout à l'heure pour les Pacers, c'est la 30e pour les Knicks. Hein, donc c'est vraiment ouais. Mais je suis d'accord avec toi, j'ai peur que les Pacers aient pas tant que ça d'arguments pour gêner les Knicks. L'inverse, je pense que les Knicks en ont. Donc voilà. Ils sont armés pour contrer tout ce qui fonctionne du côté des Pacers en fait. C'est ça qui me chagrine un peu côté Pacers. Voilà. Après le banc des Pacers, vu le banc des Knicks, c'est quand même voilà, mi-figue mi-raisin, ça souffle le chaud et le froid beaucoup. La nuit dernière, face aux Sixers dans le dernier match, ils étaient complètement à côté de la plaque. Pendant ce temps que Buddy Hield était en train d'enchaîner les 3 points comme des perles. Donc on verra ça. On va passer au gros morceau, à la grosse preview de ce podcast. Denver qui affronte Minnesota en demi-finale de la conférence Ouest. Beaucoup de monde présente cette série comme peut-être une des séries les plus importantes de ces playoffs 2024. Une série qui pourrait déterminer un petit peu l'issue de ces playoffs. Je sais pas s'il faut le voir comme ça, mais effectivement, je pense qu'on est face à un duel qui a tous les arguments pour devenir un classique NBA pour les années à venir, quoi, clairement. Ah oui, déjà ils se sont croisés l'année dernière, donc c'est un second rendez-vous. Mais ouais, ça va être. Je pense qu'on va assister. Enfin, j'espère qu'on va assister à une très très belle série. Ça va se rentrer dedans. Moi, je serais pas étonné que le vainqueur de cette série gagne la conférence. Hein. Ouais, effectivement. Alors, je mettrais un bémol sur l'argument de ils se sont rencontrés l'année dernière et Dieu sait qu'ils avaient posé problème à Denver, ça c'est sûr. Mais l'an dernier, il n'y avait pas Jaden McDaniels. Oui. Dans l'effectif qui s'était fracturé la main. Il n'y avait pas Nasrid non plus, qui est 6e homme de l'année cette saison. Donc il y avait quand même des absences non négligeables du côté des Wolves. Et à Denver, il y avait Bruce Brown, il y avait Jeff Green, des joueurs majeurs, enfin des joueurs expérimentés sur le banc qui avaient un apport majeur dans leur campagne de playoff l'an passé. Cette saison,
on a bien vu face aux Lakers, et si tu veux, on peut commencer par Denver. On a bien vu face aux Lakers que Denver avait largement un problème de banc, et ça sera ma première question que je te poserai, c'est à quel point ce problème de banc de Denver risque de leur exploser au visage, parce que Christian Brown, Reggie Jackson et Peyton Watson, clairement, ça a été plutôt décevant face aux Lakers. Ouais, bah en fait la solution qu'ils ont trouvée plus ou moins quand Jokic est sur le banc, c'est globalement de passer Gordon en pivot et en fait de faire un 5 défensif. Et en gros, Jokic n'est pas là, ça va être un peu plus compliqué, on va encaisser les coups, on va surtout essayer de ne pas en encaisser trop. Je pense que c'est un petit peu la stratégie des Nuggets. C'est sûr que voilà, les temps, bah forcément, Jokic c'est un joueur qui apporte tellement sur lui, mais en plus sur ses coéquipiers, tellement à son équipe que forcément dès qu'il est pas là, c'est plus compliqué. Mais ils jouent la défense à outrance en fait quand il est pas là. Pour l'instant, ça marche pas trop mal. Mais est-ce qu'ils pourront le faire? Est-ce qu'ils le feront avec autant d'efficacité face aux Wolves? C'est plus compliqué. Ouais, ce sera plus compliqué parce que il y a du monde, surtout dans la raquette. Est-ce que les Lakers étaient un adversaire plus redoutable qu'on ne l'imagine que par exemple la confrontation Wolves-Suns par exemple, où les Suns clairement c'était une équipe dysfonctionnelle et ça nous a totalement ça nous est totalement apparu évident dès l'entame de ces playoffs, et dans cette série face aux Wolves, les Lakers, je sais pas à quel point, est-ce que tu t'es posé cette question-là? Est-ce que les Lakers ont, notamment quand tu vois les performances d'Anthony Davis dans cette série, qui a été quand même assez remarquable, LeBron James n'a pas été ridicule du tout, lui non plus, il a plutôt même été excellent. Est-ce que tu adhères à cette idée que les Lakers ont été beaucoup plus redoutables qu'on voudrait qu'on l'aurait espéré finalement face à cette équipe de Denver au premier tour, ou est-ce que tu penses que Denver justement a montré quelques premières fissures face à cette équipe de Los Angeles? Je dirais les deux, mon capitaine, parce que alors les Nuggets n'ont pas forcément été très adroits, notamment à 3 points Catastrophique. dans cette série. Je crois que Gordon, il a 1 sur 10 dans cette Mais série. mais en fait, si t'enlèves Michael Porter Jr., qui lui était totalement en feu, le mec c'était une torche. Le reste en dessous de leur standard. 49% quasiment à 3 points. Tous les autres, c'était une immondice. Je crois que collectivement, ils étaient à moins 7% par rapport à leur pourcentage, en termes d'équipe, à leur pourcentage en saison. Avec des tirs ouverts en plus, des tirs ouverts manqués. Donc la variance face aux Wolves, on peut, si t'es fan des Nuggets, tu peux espérer de voir les Nuggets mettre les tirs ouverts cette fois, contrairement à la série face aux Lakers, quoi. Ceci étant dit, les Lakers restaient quand même un gros morceau. D'abord, c'est une équipe qui est quand même très physique, notamment dans la raquette, donc ça a donné des difficultés aux Nuggets. Donc oui, c'était un adversaire de taille. C'est aussi pour ça que les Nuggets ont eu un peu de mal, parce que c'était pas rien de jouer les Lakers, fallait les éliminer. Ils ont eu, surtout Jamal Murray, a eu des petits pépins physiques quand même. Bon, c'est pas des pépins très gênants, mais des petits pépins aussi. Donc, ça, ouais. Non, vas-y, continue, je reviendrai là-dessus après, vas-y. Donc tout ça fait que voilà, les Lakers c'est une bonne équipe, les Nuggets n'ont pas forcément été à 100% au niveau de leur talent, on va dire. Donc tout ça fait que voilà, on n'a pas forcément vu une équipe comme l'année dernière qui a vraiment archi dominé. Les Lakers là c'est un peu plus serré au score et dans les matchs, même si au final dans la série ça a été un gentleman sweep. Mais néanmoins. Ouais, après c'est bien d'avoir un premier tour costaud, comme ça au moins ça te met tout de suite en forme. Mais c'est sûr que c'était pas évident, ils s'en sont quand même sortis malgré tout. Donc ils ont quand même su montrer que dans l'adversité, ils avaient quand même notamment, ils ont fait des bons quatrièmes cartons quand même les Nuggets. Ça c'est une force de cette équipe, c'est qu'ils savent finir les matchs. Et mine de rien en playoff, c'est une très grande qualité. Ça ils l'ont montré contre les Lakers. T'as beau être mené tout le long du match, quand il faut payer l'addition, les Nuggets ils y vont. C'est l'équipe la plus clutch de la NBA. Collectivement, c'est l'équipe la plus clutch de la NBA, et ils ont une efficacité offensive en fin de match, notamment dans ces playoffs face aux Lakers, qui est absolument indécente. Ils ont leur efficiency rating est absolument leur offensive rating, pardon, est absolument redoutable, quoi. Maintenant, ceci étant dit, ils sont face à la meilleure défense de toute la NBA. Qui est largement bâti. Alors on reviendra plus tard quand on abordera les Wolves
On reviendra sur les cas personnels qui sont présents dans cet effectif, mais ils sont largement bâtis pour contrer cette équipe des Nuggets. T'as l'impression qu'elle a été pensée pour arrêter les Nuggets. Et il y a un truc qui va beaucoup attirer mon regard, c'est la manière dont ils vont défendre sur Nikola Jokic. On sait très bien que il n'y aura pas de face à face avec Gobert direct. C'est pas comme ça que les Timberwolves défendent sur Jokic. C'est souvent Karl Anthony Towns qui se colle à Nikola Jokic en 1 contre 1, avec Rudy Gobert qui arrive en deuxième rideau. Rudy Gobert qui est souvent sur Aaron Gordon. Pourquoi ? Parce qu'Aaron Gordon est un shooter moyen, voire faible, et ça lui permet justement de venir en aide sur les pénétrations, de patrouiller la raquette et de venir en deuxième rideau sur Jokic. Pour les Wolves, ça va être la grande question, ça va être ça. Ça va être, est-ce que Karl Anthony Towns va pas se retrouver avec des problèmes de faute au bout de 2 minutes ou 5 minutes dans le match? Si ça commence comme ça, les rencontres, avec Kat qui fait n'importe quoi et qui mord aux feintes et qui se retrouve avec des fautes, ça va être un problème pour les Wolves. C'est un truc qu'il va falloir vraiment regarder. Cependant, on a vu que Karl Anthony Towns a été remarquable de discipline face à Phoenix. Je l'ai trouvé même plutôt très très bon sur le périmètre, ce que j'avais pas l'habitude de voir le concernant. Donc voilà. Et les couvertures défensives concernant Jamal Murray, c'est pareil. Comment Jamal Murray, qui a un problème au mollet, et c'est pas un problème au mollet, là il a 5-6 jours pour s'en remettre, mais si jamais ce problème de mollet refait son apparition dans cette série, quand tu vois qu'il va être opposé à Jaden McDaniels et Nickel Alexander Walker, qui sont c'est des chiens, ces gars-là. Ils vont rien lâcher du tout, quoi. Ils vont le faire courir, et si on n'a pas un Jamal Murray au top de sa forme, côté Nuggets, ça va être très compliqué. Le jeu à 2, je terminerai là-dessus. Le jeu à 2, Jokic-Murray, on sait très bien que c'est une arme redoutable, quasi inarrêtable, et c'est ce qui domine en NBA actuellement, puisqu'ils sont champions en titre. Mais je pense que les Wolves, leur couverture défensive, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire. J'ai vraiment hâte de voir à quel point ils vont oser faire des prises à 2 sur Jokic, ce qu'avaient beaucoup fait les Lakers dans les playoffs. Les schémas défensifs de Darvin Ham, il y avait plein de choses qui étaient hyper innovantes, j'ai trouvé. Il a tenté des choses que j'avais jamais vues auparavant sur Jokic, j'ai trouvé ça absolument remarquable. Et je suis pas d'accord pour dire que Darvin Ham est une daube de coaching. Je trouve ça totalement injuste de dire ça. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir Jokic Murray comment ça va s'en sortir. Si Murray diminue physiquement, j'ai des gros doutes sur la capacité des Nuggets de s'en sortir en un seul morceau de ce duel. Et j'ai l'impression que Jokic va devoir prendre énormément de responsabilités en attaque dans cette série. C'est mon sentiment. Ils vont sûrement alterner sur Jokic, ouais. Nasrid aussi, faut pas l'oublier. Gobert et puis Towns, je pense que de toute façon, il va y avoir une alternance pour lui mettre tout le temps un mec frais. Alors, Towns, comme tu l'as dit, vont se méfier un petit peu s'ils se prennent pas trop de fautes. Ça aussi, ça va être une question parce que même Gordon ou Porter peuvent faire provoquer des fautes à Towns et ce sera clairement un élément clé. Mais voilà, et donc ça, c'est sur la défense sur Jokic. Et sur Murray, je pense que je serais étonné de voir quelqu'un d'autre que McDaniels, parce qu'il a fait un tel boulot sur Booker. S'il arrive à faire le même travail sur Murray, ça va être quand même un peu plus compliqué pour les Nuggets. Donc c'est sûr que de toute façon, quand tu joues les Wolves, tu sais que tu vas être face à un monstre défensif, un monstre à plusieurs têtes en plus, qu'il va falloir travailler cette défense pour lui faire commettre des erreurs. Parce que sinon, c'est une défense qui est très bien en place, et qui collectivement et en plus qui individuellement a du talent aussi. Donc va falloir travailler, et c'est en cela que Jokic est très bon. C'est la bonne nouvelle, c'est que prendre son temps, voir les erreurs et tout de suite, hop, les exploiter avec une passe ou un mismatch, il le fait très bien. Donc ce sera très très intéressant. Il y aura une guerre tactique en permanence. Oui, complètement. Mais c'est ça que j'ai hâte de voir, en fait. C'est à quel point ils vont forcer Jokic à devenir un attaquant. Enfin, Jokic, de toute façon, personne peut l'arrêter. On l'a bien vu, hein. Si Anthony Davis n'a pas réussi à le faire, personne n'y arrivera. Et je pense qu'Anthony Davis est peut-être le profil de joueur qui pose le plus de problèmes à Jokic. Très puissant. Après, c'est faux de dire que Gobert ne pose pas de problème non plus. Gobert, il va être 4e fois meilleur défenseur de la ligue. Karl Anthony Towns, il est tellement physique qu'il bouge pas. Franchement, ils ont
En fait, les Wolves ont ce duo qu'aucune équipe NBA n'a dans son effectif. Et ça, c'est un vrai plus côté Minnesota contre Jokic. Après Jokic, voilà, j'ai hâte de voir à quel point il va réussir à équilibrer entre son attaque personnelle, où il va se sentir obligé de marquer des points, et de nourrir le score surtout, et à quel point il va être capable de générer des tirs ouverts, parce que c'est ça l'arme ultime des Nuggets finalement, c'est la capacité de Jokic à créer des tirs ouverts pour ses coéquipiers et l'efficacité qui en ressort. Donc ça, j'ai hâte de voir ça. Une question que j'ai envie de te poser également, Florent, c'est entre KCP, Christian Brown et Peyton Watson. Est-ce que tu penses que les Nuggets ont les armes nécessaires, pardon, pour défendre sur Anthony Edwards, sachant que l'an dernier, Anthony Edwards, il y avait aucune, enfin, ils avaient aucune solution contre lui, clairement. Mais j'ai envie de dire que Peyton Watson n'a quasiment pas joué pendant les playoffs la saison passée. Et je me demande si lui, avec sa longueur et son côté physique, rapide, dans ses mouvements latéraux et tout ça, si c'est peut-être pas le mec idéal pour défendre sur Anthony Edwards. Du moins, j'ai hâte de le voir essayer. La problématique aussi, c'est que le Anthony Edwards de la saison dernière et l'Anthony Edwards de cette saison, c'est pas tout à fait le même. Il a sacrément franchi un cap. C'est ça aussi. Incroyable. C'est que voilà, on l'a vu contre les Suns, mais même avant saison régulière. Voilà, comme je l'ai dit, il a franchi un cap, donc il va être encore plus compliqué à battre parce que il devient de plus en plus faire partie de ces mecs qui sont difficilement maîtrisables par une défense. Et en plus, c'est vrai que sur ces postes-là, ils n'ont pas forcément les meilleurs outils. Ça va être très compliqué. Anthony Edwards va leur poser des problèmes. En plus, il est capable de leur faire mal dans la raquette, ou à l'extérieur. Donc ça va être assez problématique. Ouais. Je sais pas trop quels sont les outils qu'ils vont faire. KCP reste quand même sans doute l'option la plus probable, je pense. Mais ou alors faire tourner plusieurs joueurs, mais c'est sûr que ça va être un gros problème parce que Anthony Edwards en plus en ce moment est en pleine possession de ses moyens et il est problématique. Chacun sa problématique. Hein. Les Vols auront Jokic, les Nuggets Les Nuggets auront Jokic. Ah oui, tu veux dire, oui, les Wolves auront Jokic à à s'occuper. gérer. Voilà, ok, Les autres, j'ai compris. chacun ses problèmes. Hein. Ouais. Vous êtes en playoff, les choses sérieuses sont là. Hein. Mais ouais, ça va être très compliqué. En plus, moi, je serais curieux de savoir s'ils vont jouer. Les Nuggets n'aiment pas trop défendre le pick and roll. Est-ce que les Vols vont beaucoup le jouer? Le pick and roll Gobert Edwards est assez efficace. Ils l'utilisent pas énormément. C'est pas trop leur état d'esprit le pick and roll, etc. Ou le pick and pop. Enfin, le pick and pop avec Gobert, c'est compliqué. Mais le pick and roll, est-ce qu'ils vont beaucoup l'utiliser? Je sais pas parce que c'est pas dans leur nature. Mais c'est tellement efficace, surtout face aux Nuggets. Je sais pas, ça peut être une tentative justement de surprendre les Nuggets en jouant énormément le pick and roll avec Edwards, parce qu'ils n'aiment pas ça les Nuggets de manière générale, et un pick and roll avec Edwards, c'est quand même rudement efficace, donc ça peut surprendre les Nuggets. Ce serait intéressant de voir s'ils vont utiliser ou pas cette arme, mais il y a... L'idée de côté Wolves, ça va clairement être l'idée d'aller viser Jokic avec Anthony Edwards. Ce qui veut dire la plupart du temps ramener Karl Anthony Towns dans l'opération. Donc ça va être probablement des pick and roll assez régulièrement avec Kat et Edwards qui sont impliqués là-dedans, quoi. Donc faudra voir un petit peu comment les Nuggets arrivent à contrecarrer la chose. Parce que les Nuggets ont cette petite particularité en plus, c'est d'être pas très bons en défense dans la raquette, mais ils ont une défense qui leur permet que leur adversaire les attaque peu dans la raquette. Je sais pas si j'étais clair. C'est-à-dire qu'en fait, ils font en sorte que leur adversaire n'aille pas trop dans la raquette parce qu'ils sont pas très bons. Et la question, c'est de savoir comment les Vols vont réussir justement à pénétrer dans cette raquette. Towns peut être une solution, Edwards aussi, ouais. Oui, d'ailleurs, je dis n'importe quoi parce qu'en défense, c'est pas du tout comme ça. Enfin, quand les Minnesota attaquent, Jokic sera sur Gobert pour le coup. Et lui, il défendra sur Gobert et c'est Gordon qui ira défendre sur Kat. D'ailleurs, j'ai hâte de voir si Michael Malone va oser mettre Aaron Gordon sur comment il s'appelle, sur Karl Anthony Towns, sur Edwards, pardon,
quitte à le bouger de Karl Anthony Towns. Mais je pense pas que ça va être possible en fait. Karl Anthony Towns est beaucoup trop physique. Si Karl Anthony Towns est défendu par Michael Porter Jr., il va chercher à l'enfoncer immédiatement, quoi. Et puis Edwards est très mobile. Alors Gordon l'est aussi, mais pas autant qu'Edwards, donc ça va être compliqué aussi. Il y aura le répondant physique, mais ouais, c'est pourquoi pas le tenter en tout cas, voir comment ça fonctionne. Mais tout à fait. le tenter a fortiori peut-être quand Towns est sur le banc et qu'on a une raquette Gobert-Reed. Là, par contre, tu peux peut-être essayer de mettre Gordon sur Anthony Edwards parce que Porter peut défendre sur Reed. Tout à fait. Voire Gobert. De toute façon, je pense que si Anthony Edwards pose vraiment d'énormes problèmes dès le début de la série, je pense que la stratégie des Nuggets va être de lui mettre énormément de défenseurs différents sur le dos à différents moments du match pour qu'il ne se sente jamais confortable à défendre l'un ou l'autre et ainsi de suite. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Ça va être, il va commencer avec KCP, après il va lui mettre du Christian Brown. Ah tiens, maintenant ça va être Watson. Ah tiens, maintenant on va mettre Aaron Gordon. Je pense qu'ils ont 4 joueurs dans ceux que je viens de citer là, KCP, Christian Brown, Peyton Watson et Aaron Gordon. Ils ont quatre profils très différents à mettre dans les pattes d'Edwards. Et à voir comment Edwards arrive à se dépatouiller de tout ça. Pour le coup, ça va être beaucoup plus compliqué pour Edwards que face aux Suns, où le Suns avait clairement personne pour défendre sur lui. Oui. C'était le néant le plus absolu, et ça avait tendance un peu à sublimer aussi le jeu d'Edwards, je pense. Dernière question concernant les Nuggets, et après on part sur les Wolves. Est-ce que Michael Porter Jr., à ton avis, peut maintenir cette efficacité offensive dans cette série? Je précise une autre chose, j'ai été excessivement impressionné par le niveau de jeu de Michael Porter Jr. et notamment sa capacité à attaquer les close-out qui l'an dernier, et même au début de la saison, j'avais pas beaucoup vu ça de sa part. Et en fait là, si vous remarquez un petit peu si vous avez peut-être remarqué ça face aux Lakers, mais souvent il recevait la balle, il y a un joueur donc qui faisait un close-out sur lui, donc qui venait vers lui, un défenseur qui se dirigeait vers lui, et il arrivait vachement bien à faire sa feinte et à partir au panier, et de là, soit à créer un tir pour lui-même, soit à faire une passe pour un coéquipier. Alors, Michael Porter Jr., il est pas connu pour faire des passes, pour être hyper clairvoyant en termes de création de jeu, mais je trouve qu'il a quand même des éclairs parfois de lucidité, et c'est assez remarquable. En tant que fan des Nuggets, j'ai longtemps attendu qu'il soit capable de le faire, et plus ça va, plus il démontre des vraies capacités à ce niveau-là. Et voilà. Et je me dis, pour moi, c'est vraiment mon facteur X côté Denver, c'est que s'il continue sur le même mode que face aux Lakers, Denver va vraiment être difficile à prendre. Ouais, c'est sûr. C'est une problématique claire et nette pour les deux équipes, pour essayer de faire basculer d'un côté ou de l'autre. Clairement. On va parler des Wolves, donc. On va revenir immédiatement sur Anthony Edwards, parce que j'aimerais quand même aborder un point important, et je vais te poser la question. Est-ce que Anthony Edwards peut maintenir une telle efficacité au tir? Pourquoi je dis ça? Parce que si on regarde la série face aux Suns, il est à un niveau d'efficacité offensif, notamment sur les pull-ups, tout son jeu à mi-distance, il a complètement transcendé son efficacité au tir. Et je pense que il va y avoir un peu un retour sur terre potentiel d'Anthony Edwards. Alors peut-être pas. À voir. C'est ça qui va être fascinant en fait. On a un joueur de 22 ans qui a marché littéralement sur Phoenix. Et là, on va voir s'il est capable de maintenir ce niveau de jeu. Je pense qu'Edwards, étant donné la maturité qu'il est en train de démontrer depuis l'entame de ses playoffs, si jamais il voit que ses tirs à mi-distance ne rentrent pas, il aura la clairvoyance d'aller tenter de plus pénétrer et d'aller chercher des fautes. Et je pense que ça, c'est une partie de son jeu qu'il ne doit pas oublier face à Denver, surtout. Et autre chose que j'ai hâte de voir le concernant, c'est est-ce qu'il est capable de maintenir son jeu de passe et sa lecture du jeu qui a été époustouflante face aux Suns. Alors, c'est vrai que face aux Suns, il avait tout pour briller, parce que la défense des Suns, c'est pas celle des Wolves, hein. Oulala, c'est loin de là. Néanmoins, en saison régulière, il a quand même brillé, et donc je pense qu'il continuera à avoir des standards très élevés, parce qu'en plus, il a des qualités athlétiques, et ça, il les aura toujours. Il les a eu contre les Suns, il les aura toujours face aux
aux Nuggets, et que il n'y a pas de... c'est ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'ils ont un super défenseur à lui mettre dans les pattes? Ça va être compliqué. Collectivement, je pense qu'ils peuvent bloquer Edwards, mais individuellement, c'est un peu plus juste, je pense. Donc ouais, moi je serais pas étonné que Edwards continue quand même son festival, hein. Peut-être pas avec autant d'aisance, mais il continuera à faire très mal. De toute façon, d'abord c'est un impératif s'ils veulent quand même gagner, parce que Tout à fait, la défense ne suffira pas, tout à fait. faudra quand même scorer. Mais on voit quand même qu'il s'est libéré de toutes les chaînes qui pouvaient le maintenir, et que là il est en mode j'écrase tout le monde, j'ai plus peur, j'y vais. Il est en pleine confiance, et ça c'est jamais bon. Le problème de cette série des Suns, c'est qu'elle a mis globalement l'équipe, mais notamment lui, en parfaite confiance. Et un joueur en pleine confiance quand il a du talent, c'est jamais bon pour l'adversaire. Donc ça va être compliqué. Là aussi, c'est un peu un défi. Après, il y a une solution qui peut être Edwards fait son numéro et on étouffe les autres. Ça peut être une option. Parfois, on peut accepter Tout qu'un à fait. joueur t'en fasse voir de toutes les couleurs, mais l'isoler, peut-être l'isoler, l'empêcher de faire trop de passes, ou étouffer les autres en disant bah vas-y, mets tes 35 points, mets tes 40 points, les autres mettront rien et on gagnera. Ça peut être une option hein, parfois. Hein. Quand on n'a pas forcément les moyens pour contrer l'option 1, bah, on tue les autres. Ce qui parfois en plus est plus facile. C'est l'un des choix qu'aura à faire le coach des Nuggets. Complètement. Autre question que je voulais te poser concernant les Wolves, à laquelle, enfin, j'aimerais sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête, c'est à quel point justement, on en parlait tout à l'heure en début sur le début de ce segment, à quel point la présence de Jaden McDaniels et de Naz Reid bouleverse l'analyse par rapport, enfin, toi, justement, quand j'entends les gens comparer cette série à celle de 2023, pour moi, c'est très différent. Quand tu vois l'apport de Jaden McDaniels sur le terrain, quand tu vois l'apport de Naz Reid sur le terrain, quand tu vois leur présence, ce que ça permet. Je veux dire, cette équipe des Wolves a une profondeur de banc qui est hallucinante. Chris Finch a 9 joueurs à sa disposition, crédibles, pour jouer des minutes conséquentes en playoff. Et ça, c'est absolument primordial. Et dans ce duel face à Denver, où Denver, moi, je les ai trouvés quand même parfois voilà, un peu fatigués, pas super énergiques face aux Lakers. Alors, est-ce qu'ils étaient ennuyés par les Lakers? Est-ce qu'ils étaient là, ok, c'est boring, ça m'intéresse pas? Ou est-ce que c'est un truc un peu plus inquiétant? Je sais pas. Ce qui est certain, c'est que cette équipe des Wolves, elle a abordé cette série face aux Suns. Donc, je rappelle, beaucoup de gens disaient qu'ils n'étaient largement pas les favoris de ce duel. Beaucoup de gens ont donné les Suns vainqueurs. Alors moi j'ai donné le Minnesota vainqueur, mais je crois que j'avais dit 4-3, un truc comme ça. J'espérais une série beaucoup plus disputée. Ils se sont ramassés lamentablement, les Suns. Quand tu vois l'énergie, la cohésion collective, ce groupe comment ça vit sur un terrain, je veux dire, là il n'y a pas de stats, il n'y a pas de chiffres, il n'y a rien de tout ça. Quand je vois ça, je suis désolé de mon expérience de fan NBA, je me dis cette équipe, il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a quelque chose qui est en train de se construire qui est indicible. Tu peux pas mettre le doigt dessus, mais il y a un groupe là qui, pour les sortir, ces mecs-là, va falloir se lever tôt, quoi. Comme tu l'as dit, c'est un groupe. C'est pas juste un ou deux joueurs, c'est un peu plus que cela. C'est un groupe aussi qui se connaît bien, Tout à fait. parce qu'il a finalement pas tant que ça changé par rapport à la saison dernière. Et en plus, c'est un groupe qui va bien se connaître parce que même contractuellement, c'est assez stable. Donc, ils ont compris voilà, que c'était ce groupe-là, ce commando-là, qui a des grandes choses. Ils sortent d'une excellente saison régulière. C'est ça aussi qui change par rapport à la saison dernière. Ils ont un plein de confiance absolue. Euh, parce que série de playoffs, mais parce que toute la saison, ils ont de toute façon été l'une des meilleures équipes de la ligue. Donc ouais, c'est pour ça que la saison dernière peut nous donner des indices, mais c'est plus tout à fait la même équipe des Wolves. Elle a beaucoup progressé, et vu qu'elle avait déjà posé des problèmes à ses Nuggets, Mhm. moi je ne peux voir qu'une série beaucoup plus serrée. Les Nuggets n'ont pas forcément régressé, mais les Wolves ont progressé. Donc la marge entre les deux est beaucoup plus restreinte. Et puis surtout les Nuggets, les Wolves, pardon, bah, ils ont beaucoup. C'est quasiment une équipe construite anti-Nuggets, quoi. Je sais pas si c'est volontairement ou pas, mais ils ont Bah, on peut ouais. ouais, vas-y. Non, non, vas-y. Ils ont quand Pardon. même, ils ont en la présence de McDaniels un Murray stopper, si on peut dire. C'est-à-dire qu'ils ont un mec qui est capable de coller à la culotte le joueur extérieur adverse. Dans la raquette, ils ont quand même un ustensile
qui est capable de poser beaucoup de problèmes, en l'occurrence à Jokic. Donc ça va être compliqué. C'est une équipe qui est quand même assez physique. Et il faut avoir du physique pour jouer les Nuggets, qui est une équipe costaud. Il y a un peu d'expérience. Faut pas oublier Mike Conley, dont on parle assez peu, mais qui fait le taf. Donc ouais, ça va être par rapport à la saison dernière, ça va être beaucoup plus serré, et beaucoup plus incertain surtout. Justement, il y a un truc que j'ai marqué dans mes notes concernant cette série, et on a touché un peu le sujet tout à l'heure. Autant les Nuggets sont la meilleure équipe en termes de clutch, en termes on est là dans les moments dans les moments décisifs, dans les moments clutch d'un match où il faut clôturer l'affaire. Et ben ils l'ont prouvé, ils l'ont prouvé largement face aux Lakers. Les Nuggets sont imprenable si t'es à 2, 3, 5 points en fin de rencontre. Il y a une grosse probabilité qu'ils remportent la rencontre, si ça se passe comme ça. Et je pense que les Wolves vont devoir faire très attention à ça, en fait. Parce que les Wolves, à contrario, eux, sont une des pires équipes dans le clutch de toute la saison. Ils ont tendance à faire des erreurs, à perdre des ballons, et surtout, ils n'arrivent pas à générer une attaque efficace. Ils n'arrivent pas à générer des tirs ouverts. Ça, c'est un problème. C'est trop d'isolation, c'est trop de 1 contre 1, c'est trop de cafouillage. Karl Anthony Towns, j'aime beaucoup son début de playoff, mais il est connu quand même pour faire des bourdes, pour avoir des problèmes de faute, pour faire des fautes stupides. Enfin bref. Et il faut pas oublier que beaucoup des joueurs de Minnesota sont jeunes. Edwards, il a 22 ans. Si demain il fait des erreurs dans un moment ultra tendu en playoff, bon, ce sera pas non plus totalement scandaleux, quoi. Il faut raison garder, je pense. Mais pour moi, les Wolves doivent absolument creuser l'écart le plus possible et faire en sorte que ça soit la déroute le plus si possible une déroute des Nuggets, quoi. Ouais, c'est très juste. Les acculer le plus possible. Si la rencontre se joue à moins de 10 points alors qu'il reste 5 minutes à jouer, ça va pas être simple. Je pense que ça va pas être simple. En fait, c'est ça la grande inconnue dans ce duel, c'est ça. C'est quel visage vont montrer ces Wolves quand ils vont vraiment être, quand il va falloir être disciplinés et prendre les bonnes décisions. Ouais, parce que tu l'as dit, les Nuggets, eux, on sait qu'ils savent. Ils savent très Exactement. bien gérer ces moments. Ils sont très sereins. Et ils l'ont montré précédemment, ils l'ont montré encore contre les Lakers. Ils savent très bien gérer le clutch. Même physiquement, ils savent gérer leurs efforts physiques. Ils ont tendance à démarrer les matchs un peu, pas à la cool bien sûr, mais tranquillement et monter en puissance. Les Wolves, bah déjà, on l'a pas vu cette saison comment ils gèrent les moments clutch. Il n'y en a pas vraiment eu contre les Suns. Pendant le playoff, non. Donc pendant les playoffs, on n'a pas vu non plus. Et puis les Suns étaient probablement, je pense que c'est peut-être la pire équipe de ces playoffs. Hein. Je pense que c'est la pire équipe de ces playoffs dans le clutch. Peut-être Orlando était pire qu'eux, mais c'était une catastrophe dans les quatrièmes cartons, les Suns toute la saison. Donc bon, quoi qu'il arrive, c'était pas un bon exemple. Donc il y a une incertitude, ouais. Comment ils vont réagir dans ces moments-là? Tu l'as dit, hein, la problématique Towns. Est-ce que Towns finira tous les matchs? C'est pas sûr. Alors heureusement pour eux, ils ont Nasrid qui peut faire office d'eux. Sixième homme. Tout à fait. Il a eu le prix d'ailleurs, je crois, cette saison. Hein, il a eu le prix, tout à fait. Nasrid, le problème, c'est que sa présence, autant offensivement, ça apporte. Défensivement, c'est plus compliqué. Surtout face aux Nuggets, en vrai. C'est pas vrai contre toutes les équipes, mais face aux Nuggets, ça risque de rapidement poser problème et ça va les empêcher de faire la couverture défensive qu'ils préféreraient mettre en place. C'est vrai, mais bon, ça reste quand même. Heureusement, ils ont lui comme sixième homme. Ça reste quand même du top sixième homme. Ça aurait pu être plus dramatique s'il y avait vraiment rien derrière. Mais c'est sûr que les fautes de Towns seront primordiales et ça peut jouer dans ces moments clutch. Il faudra voir comment justement si les 22 ans d'Anthony Edwards seront soit totalement inconscient et ça fonctionne très bien, soit au contraire un peu de panique ou d'immaturité et il fera des bêtises. Ce sera important. Tu as raison de souligner qu'ils ont plutôt intérêt à avoir un petit panel de points d'avance dans les dernières minutes parce que sinon ils vont rentrer dans une twilight zone, hein, un petit, si je puis me permettre, un peu une zone où ils savent pas trop où ils vont aller. Alors qu'en face, ils tombent contre les rois du moment clutch. Murray l'a prouvé, hein, contre les Lakers, il a pris 2 shoots. Et puis tous les chiffres
indique que c'est ça. Voilà, c'est pas une erreur en plus, quoi. C'est pas un phénomène Oui, c'est pas isolé, deux quoi. coups de bol, hein. C'est ça, exactement. S'il faut le refaire deux fois, il le C'est les refera deux Nuggets, fois. quoi. Voilà, Ouais. c'est ça. Il y a une maîtrise d'abord collective, et puis c'est une équipe sereine, hein, les Nuggets, hein, globalement. Donc même dans ces moments-là, c'est une qualité aussi qu'a Murray ou qu'a Jokic ou même d'autres. Dans les dernières minutes, c'est vrai qu'ils font peu d'erreurs, ils sont très forts. Donc Hmm. ces moments-là seront très importants. Si le match est serré et que ça joue à une possession ou deux, ouais, pour moi l'avantage sera côté Nuggets, peut-être même psychologique déjà, parce que les Wolves, voilà, malheureusement ou heureusement, parce que c'est toujours mieux quand même de pas être obligé de jouer les moments clutch, c'est-à-dire que tu as battu ton adversaire largement avant, mais contre les Suns, ils n'ont pas été confrontés à ça, donc faudra voir comment ils réagissent. C'est une inconnue côté Wolves, ça c'est sûr. Complètement. Et tout à l'heure, tu parlais on parlait voilà, pourquoi les Wolves. Enfin, il y a un truc que j'aimerais quand même souligner dans cette histoire, qui est extrêmement importante, c'est que les Wolves et les Nuggets ont un dénominateur commun qui s'appelle Tim Connelly, qui est le manager général des Wolves et qui était le general manager des Nuggets avant son départ à Minnesota en 2022, à l'intersaison 2022. Et ce gars-là, je pense que c'est lui qui a monté cette équipe avec Jokic, Murray, c'est lui qui a drafté Michael Porter Jr., c'est lui qui a organisé le transfert de Aaron Gordon. Donc il savait très bien, je pense, quelque part, en tout cas il avait un bon espoir, que cette équipe de Nuggets allait être un problème dans la conférence Ouest et qu'il fallait passer au travers de ces gens-là. Euh, et je peux pas m'empêcher quand je vois là tout le monde qui est en train de s'agglutiner autour des Wolves en disant ah regardez c'est génial Anthony Edwards c'est super et tout ça c'est cool, c'est bien, on est tous là, on est fans, on est. Mais moi, enfin, j'aimerais qu'on n'oublie pas quand même que tout le monde leur sont tombés dessus en critiquant ce transfert de Rudy Gobert en disant ouais c'est beaucoup trop cher payé, c'est n'importe quoi, c'est ridicule, c'est absurde. Ah les Wolves, quelle bande de tocards et ainsi de suite, ça passe ce qu'ils font. On avance rapide, un an et demi plus tard, il n'y a plus personne qui parle de ça en fait. Et j'aimerais bien quand même qu'on reprenne le temps de se poser et de se dire, enfin, il y a un moment, faut remettre l'église au milieu du village, quoi. C'est les Wolves, cette équipe est construite parfaitement pour contrer cette équipe des Nuggets. Ils ont la force intérieure, la bataille au rebond va être passionnante dans cette série, elle va être primordiale surtout, ça va être une des clés de cette série, clairement. Et sur les lignes arrière, je veux dire, si Jamal Murray, Kentavious Caldwell-Pope ou Michael Porter Jr., qui que ce soit du côté des Nuggets, n'est pas au top de sa forme physiquement, ils vont se faire manger par cette équipe des Wolves. Je le crois intimement, ce truc-là. Et très franchement, Tim Connelly, c'est pas lui l'exécutif de l'année, hein, c'est Brad Stevens qui a reçu le prix. Je suis très bien, c'est tout à fait justifié. Mais Tim Connelly, il y a un moment ou un autre, va falloir quand même applaudir des deux mains et dire eh, monsieur, vous êtes très fort à ce que vous faites. Bravo. Vous êtes un vrai professionnel. Ah bah le travail qu'il a fait aux Nuggets et aux Wolves est bon. Faut se rappeler quand même c'est sans doute lui, si je dis pas de bêtises, qui avait pris la décision entre Nurkic et Jokic. Et à l'époque, c'était pas évident. Tout à fait. Les deux étaient pivots, on se disait lequel, enfin les deux le sont toujours. On se demandait lequel des deux il faut garder. Ils ont pris la décision de Jokic, et bah bien leur en a pris parce que s'ils avaient eu Nurkic, les Nuggets auraient sans doute pas eu un titre, hein. Certainement pas, non. Je suis désolé pour la balle perdue pour Nurkic, Certainement hein, pas. mais C'est clair. Est-ce que l'absence de Chris Finch sur le banc va être déterminante ou pas, selon toi? ah, le pauvre qui s'est fait exploser le genou. Ouais, je sais pas dans quel état il va être pour ce truc-là. Alors, Je sais qu'il a conduit l'entraînement hier, apparemment. Il était avec ses béquilles. Enfin, franchement, il a du courage, le gars, quand même. ouais, alors si je dis pas de bêtises, il Mais a été opéré. c'est son Euh, assistant Mikanori qui, pour l'instant, est parti oui, qui lui coaché. aussi est un ancien des Nuggets. C'est hallucinant. Les liens entre ces deux clubs est Ah, hallucinant. c'est incestueux. On pourrait presque remonter jusqu'en 2018 où les Wolves avaient battu les Nuggets pour la dernière place qualificative en playoff. Enfin, il y a une vraie histoire entre ces deux clubs, c'est assez fou. Bref. Ce qui va rajouter du piment. Pour le coaching, alors oui, parce qu'en fait, il faudrait qu'il ait sa jambe maintenue droite. Enfin, sans la plier. On parle éventuellement d'un concept original il serait dans le vestiaire.
Ah bon? éventuellement, et D'accord. il se Ah moi parlerait j'ai par talkie-walkie ou je sais pas quoi, ou ce que tu veux. d'accord. Moi Euh, j'avais vu qu'il serait peut-être sur le deuxième rang des assistants coach justement. ou un truc comme ça, ou dans la salle. Enfin, D'accord. très probablement, ce sera On va difficile voir. pour lui d'être On sur va le voir. banc. Mmh. Après, son assistant, il le connaît très bien, ça se passera bien. Mais peut-être qu'il donnera des petits conseils. Ah, il y aura forcément il y a moyen de trouver un moyen justement de communiquer entre les deux. Mais malheureusement, je pense qu'il sera pas sur le banc. Est-ce que ça jouera? Je suis pas sûr parce que au pire tu mets une oreillette. Je veux dire maintenant, s'il faut coacher en direct, mais je pense qu'il a parfaitement confiance en son assistant coach, qui connaît parfaitement l'équipe, qui a le respect de ses joueurs. Donc voilà, c'est plus anecdotique que ce sera pas le facteur X, je pense, de la série. Il faut pas non plus exagérer, parce qu'ils peuvent Mmh. quand même se communiquer. Je lui souhaite surtout qu'il se remette rapidement de sa blessure, parce qu'elle est quand même assez sérieuse. Tout à fait. C'est l'heure des pronostics, Florent. Hein, Je te je te laisse la main. merci du cadeau. T'as vu ça? Euh, Je suis vraiment pas sympa comme type. Ouais, alors écoute, je vais faire une phrase totalement mégalo, je vais dire, mais qui est vraie en plus. Quoi? Le vainqueur, ce sera le basket. Oh là Hmm, là. c'est beau, D'accord. ça me, Tu m'as tu m'avais pas dit. Ouais, OK. ça me laisse quelques secondes. Non, allez, je vais mettre les Nuggets quand même. On va dire que c'est l'expérience, et je vais pas le nier, il y a un petit peu le cœur qui parle. Je vais mettre quand même les Nuggets. Pour moi, ça peut aller en Game 7, en 4-3. Mais s'il y a un match 7, bah, le côté clutch peut jouer sur tout le match pour gérer la pression. Pas oublier que les Nuggets aussi à domicile sont très forts, que l'altitude peut jouer un petit peu. Euh, Ah bah, les Wolves, ils peuvent s'en vouloir d'avoir perdu ce dernier match en saison régulière face à Denver, ouais, ça qui peut leur a coûter fait cher. perdre l'avantage du terrain, hein, À franchement. l'inverse, s'ils arrivent à piquer un match, Hmm. là ça peut faire mal. Mais allez, on va dire match 7 Nuggets. Je suis pareil que toi. Moi, je pars sur du 4-3 Denver. Si Murray ne se reblesse pas, Oui, si KCP, qui s'est tourné la cheville face aux Lakers, c'est vrai. s'est remis de sa blessure, C'est vrai que j'ai oublié ce et détail, ouais. que des deux côtés, il n'y a pas de blessure majeure, on va dire. Euh, voilà. Alors les petits bobos, les machins, les chevilles qui tournent, machin, ça arrive, ça c'est sûr. Mais si Murray, par exemple, est clairement à 70% de ses moyens, là, je commence à froncer les sourcils. Et très clairement, si ça arrive, si Murray, là, son histoire de mollet, qui peut être dangereux d'ailleurs, parce que ça, c'est des blessures qui peuvent influencer, enfin, enchaîner plein d'autres problématiques et créer des blessures beaucoup plus graves. Euh, Si les Nuggets ne sont pas à 100% ou proches de 100%, personne n'est à 100% à ce moment-là de l'année, j'ai presque envie de donner les Wolves. Ah, ils peuvent, hein. Et ils peuvent largement. C'est Ils peuvent clairement. largement. Et c'est marrant parce que je me disais à un moment, Anthony Edwards, il pourrait être presque. Alors, la comparaison va peut-être sembler un peu tirée par les cheveux, mais tu vas me dire ce que tu en penses. Mais sur une trajectoire qui ressemble un peu à celle de LeBron James en 2007, en finale de conférence face à Détroit. Il avait 22 ans quand il a réussi à valider son ticket pour les finales NBA. Il s'était fait sweeper face aux Spurs. Mais cette bataille face aux Pistons avait été totalement épique. Et c'était un peu la coming out party de LeBron James où tout le monde avait dit, waouh, ce gamin est absolument phénoménal, quoi. Et Edwards, je pense, a l'opportunité. Alors, je lui en voudrais pas s'il n'y parvient pas, s'il ne parvient pas à garder la tête froide tout au long de la série. Mais de ce que j'ai vu pour l'instant et vu la dynamique qui se profile à l'horizon, c'est pas totalement hors de question que ce gars-là soit sur une trajectoire un peu qui ressemble un peu. Ouais, mais ça peut être. Et je ne compare pas directement LeBron et Anthony Edwards, qu'on se comprenne bien. Je suis pas en train de dire Edwards sera le numéro 2 de la ligue dans 20 ans. Non. Je dis juste qu'à ce moment de leur carrière respectif, il y a là, Edwards se retrouve face aux champions en titre, une équipe des Nuggets qui est à l'expérience et ainsi de suite. Et ça peut être un peu la coming out party d'Anthony Edwards, quoi. Ah, ça peut être une série un peu statement pour Edwards, pour lancer la légende, ou en tout cas, voilà, lancer le nouveau règne dont Edwards peut être
l'un des rois. Voilà, pour identifier, personnaliser plutôt l'après LeBron qui va arriver quand même tôt ou tard. Il peut faire partie de ces nouveaux visages. Donc ouais, cette série peut être une façon de dire bah maintenant j'existe. Moi, Anthony Edwards, j'existe dans cette ligue et je serai l'un de ces nouveaux leaders, comme le sont des Doncic ou autres. S'il arrivait à passer Jokic, ça serait absolument incroyable, quoi. Oui, parce qu'en plus après on sait pas ce qui peut arriver en... C'est pas comme si Jokic marchait sur la ligue depuis 3-4 ans maintenant. Enfin, individuellement, je veux dire, c'est-à-dire qu'il s'imposerait face aux meilleurs joueurs et le mec qui va sûrement obtenir le MVP cette saison. Donc, on verra ça. Merci Florent de m'avoir accompagné. Avec plaisir. Merci chers éditeurs de nous avoir écoutés. Voilà, les finales les demi-finales de conférence, ça commence ce week-end. Il y a encore Orlando-Cleveland à boucler à l'est. Il y a encore les Clippers Contre Dallas. Et Dallas qui sont en train de terminer leur série également. Donc il y a plein de choses à venir. On va essayer de voir. Je vais essayer de voir si je peux pas faire un podcast dans la semaine pour faire les previews des autres demi-finales de conf. Je verrai selon les disponibilités de tous les gens qui sont autour de moi. D'ici là, je vous dis à la prochaine fois. Enjoy le week-end. Profitez bien des matchs de playoff et à la prochaine fois. Ciao, bye bye.